va commencer du coup cette conférence sur l'engagement et la mobilisation des volontaires. Comme je le disais en propos introductif, aujourd'hui on a parlé beaucoup de l'opérationnel, que ce soit sur le courant, que ce soit sur la crise, que ce soit sur ce qui nous unit en termes d'activités de sécurité civile, mais également les activités à caractère social ou d'accompagnement divers et variés. Mais la grande question que tout le monde se pose, c'est cette question de la contrainte opérationnelle liée à la ressource capacitaire qui va être importante. Donc du coup, on a un panel assez large de nos amis du groupement, d'associations d'agréés de sécurité civile et également du coup des membres de la Croix-Rouge à des échelons différents qui vont pouvoir un petit peu nous donner la vision qu'ils ont et les leviers, les pistes de réflexion qu'ils ont autour de l'engagement de ces bénévoles. Je vais peut-être déjà vous laisser la parole pour vous présenter. Et on va commencer par, allez, de l'autre côté, par Anne. Anne Le Breton, je suis présidente de la région Île-de-France pour la Croix-Rouge et donc chargée d'animer l'interdépartemental. Merci. Donc Aurélien Chanda, je suis chargé de mission pour les Jeux Olympiques et Paralympiques pour l'Ordre de Malte. Alexandre Henry, je suis chargé de projet pour les Jeux Olympiques et Paralympiques à la Fédération des secouristes français Croix-Blanche. Et de ce côté, Anne-Laure Benoît, donc je suis vice-présidente régionale Île-de-France dans l'équipe d'Anne. Et sur ma délégation, je suis plus chargée des comités de proximité, donc à savoir le lien entre les bénévoles et les salariés. Merci. Bonjour, Jean-Pierre Di Costanzo, je suis le président de l'Île-de-France pour l'UNAS, Union nationale des associations de secouristes sauveteurs. Bonjour à toutes et à tous, Claude de Girardi, je suis le président de la délégation territoriale des Hauts-de-Seine pour la Croix-Rouge. Super, merci beaucoup. Alors du coup, on va parler d'engagement. La première question, vous allez voir, je vais directement mettre les pieds dedans, mais on a la chance dans cette conférence, finalement, là, on n'est qu'entre nous. On n'est qu'entre associations. Et on est quand même assez tiraillé. On entend beaucoup parler parfois d'une crise de l'engagement, d'une difficulté à mobiliser. On entend souvent sur le terrain, le bénévolat a changé. Aujourd'hui, il n'est plus pareil. Et donc on est confronté à cette réalité, peut-être apparente ou réelle, on va en discuter. Et d'autre part, on est confronté, en tout cas on va affronter plutôt, l'un des événements les plus consommateurs de ressources que sont la période de l'été 2024. Quelle est votre vision par rapport à votre organisation, par rapport au poste dans lequel vous êtes, de cette mutation de l'engagement? Est-ce que l'engagement est mort ou est-ce qu'au contraire on a quand même de la ressource et on en a sous le pied? Peut-être l'UNAS, pour commencer. Oui, je pense que c'est une bonne question, puisqu'on voit bien que les JO seront un événement. Il est annoncé tout à l'heure entre 1400 et 2800 personnes, hein, suivant les États. Il est évident aujourd'hui que ça a quand même un avantage, ces JO, c'est que ça mobilise beaucoup l'attention, ça mobilise aussi les volontés de venir participer à cet événement qui est absolument unique dans une vie. Voilà. Et ce que moi je m'aperçois, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de demandes spontanées qui sont venues, peut-être un peu tard d'ailleurs, parce que vous savez que la problématique qu'on a, c'est pour les rendre opérationnels, il faut les former. Et aujourd'hui, la formation prend du temps. Voilà. Donc, je ne pense pas que l'engagement soit mort. Pour tout dire, j'ai eu 2 demandes de bénévolat là, qui sont arrivées hier, donc c'était une bonne chose. Et on travaille bien sûr, je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure, à développer, chercher de nouveaux bénévoles. Merci beaucoup. C'est vrai que pour l'instant, on parle plutôt du bénévole classique, en tout cas du bénévole tel qu'on a l'habitude de le connaître. On aura l'occasion de parler un peu plus tard d'autres formes d'engagement, d'autres formes de mobilisation. Côté Ordre de Malte, concernant du coup votre ressource, l'engagement du coup à l'Ordre de Malte. Alors, je rejoins un peu les propos de l'UNAS. Effectivement, c'est un événement qui va attirer beaucoup de personnes parce que on le fait qu'une fois dans notre vie, les JO, et on a besoin effectivement d'avoir une ressource qui soit en adéquation avec les besoins sur le terrain, et également des ressources à côté des bénévoles secouristes, notamment des logisticiens, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, pour assurer d'autres missions en parallèle que des missions de secours. Merci. Et pour la Croix-Blanche ?
Du coup, je ne vais pas dire grand-chose de plus, je rejoins un petit peu mes collègues. En fait, on a certains endroits où on a du mal à trouver des bénévoles, d'autres endroits où on n'a pas de difficultés, ça dépend vraiment des lieux. Et effectivement, je pense que les Jeux Olympiques, c'est quand même un événement qui risque d'attirer du monde, parce que contrairement, par exemple, chez nous, l'été, on fait Corbeil-Plage. Les gens, ils ne sont pas prêts à poser des vacances pour aller faire un poste de secours sur Corbeil-Plage. À l'inverse, il y en a qui ont déjà annoncé qu'ils poseraient 3 semaines de vacances, s'ils le pouvaient, pour aller participer aux Jeux Olympiques. Ça, c'est du bénévole très engagé. Et Claude, pour la Croix-Rouge, du coup, l'état des troupes en termes d'engagement? Alors, l'état des troupes, en fait, on ne sait pas trop. On n'a pas de boule de cristal pour savoir ce que sera la mobilisation pour les JO. En attendant, on peut quand même se retourner sur les différentes crises qui se sont passées, notamment la crise du Covid, la crise ukrainienne. Et on a vu qu'on a pu mobiliser, là, dans l'urgence, sans préparation, le nombre de bénévoles dont on avait besoin pour répondre à cette crise. Alors là, on a l'avantage de pouvoir se préparer, d'avoir ces 10 mois de préparation. Donc on peut penser que là aussi, on va pouvoir mobiliser. Et comme le disaient mes petits camarades, sur un événement planétaire qui est très très attractif, qu'on ne vivra qu'une fois dans sa vie. Donc c'est vraiment l'occasion à ne pas louper. Donc on a des arguments de poids quand même pour mobiliser les bénévoles. Merci. Et du coup, concernant, je vais prendre surtout l'Ordre de Malte et la Croix-Rouge qui sont principalement concernés, mais également les autres organismes. On parle d'une mobilisation liée au JO, beaucoup autour des acteurs de sécurité civile. Mais est-ce que vous ressentez que cet événement a aussi un impact plus largement sur d'autres formes de bénévolat, sur d'autres bénévoles, pardonnez-moi, que ce soit sur des bénévoles qui sont sur d'autres actions que la sécurité civile, sur vos équipes même à l'arrière? Est-ce que c'est plutôt vecteur d'enthousiasme et d'envie ou de crainte ou de fébrilité sur le sujet? Peut-être du coup côté Ordre de Malte. Alors oui, effectivement, on a un enjeu à vouloir recruter des bénévoles autres que secouristes pour assurer des missions annexes, on va dire, au poste de secours. Tout ce qui va être la gestion des hébergements, le transport éventuellement des bénévoles, la gestion du matériel également pour être opérationnel. C'est quelque chose que, je dirais, nos bénévoles, autres secouristes et salariés, commencent à se saisir, à dire oui, effectivement, je peux prendre part à ces Jeux Olympiques, je peux être présent sans forcément être formé et être secouriste. Donc ça, c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus et on a des salariés qui nous ont déjà dit, voilà, nous on aimerait bien pouvoir aider, donner notre temps pour pouvoir être présent pendant cette période-là et notamment aussi pendant les Jeux paralympiques, parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'on a aussi cette semaine-là aussi à gérer. Donc voilà, ils sont plutôt prêts à être là pour donner un coup de main, on dirait en arrière-plan des postes de secours, parce que quand ils agissent, c'est dans l'ombre des postes de secours. Donc ils sont prêts, je pense, à vouloir nous aider là-dessus. Et vous sentez du côté de l'Ordre de Malte que l'élan JOP est vraiment vecteur de nouvelles inscriptions, de bénévoles qui souhaitent s'engager? Alors, la mission première d'un engagement d'un bénévole à l'heure actuelle, c'est bien sûr de vouloir être inscrit sur les postes de secours, parce que on est encore au plus près des athlètes ou de ce monde olympique, mais on a des bénévoles quand même qui nous disent, moi je veux pas forcément être secouriste, mais je veux plutôt faire de la logistique. Donc on garde précieusement ces candidatures pour justement tout le volet autre que les postes de secours. Ouais. Merci beaucoup. Claude, côté Croix-Rouge. Donc, côté Croix-Rouge, je pense que la mobilisation sur la partie sécurité civile est une évidence. Maintenant, l'enjeu, c'est que les JO ne phagocytent pas l'intégralité de nos activités, puisqu'on a d'autres activités. Il faut assurer absolument la continuité de ces activités. Et puis, l'organisation des JO va nécessiter également une opération logistique très importante. Et il n'est pas nécessaire d'avoir une compétence PSE pour pouvoir faire de la logistique. Donc on va pouvoir mobiliser là, de façon extraordinaire, je pense, l'ensemble des bénévoles
c'est une occasion à ne pas louper et qui nous renforcera certainement dans l'avenir pour que, lors de situations d'exception, de plus petite envergure, ça puisse concerner tout le monde et pas uniquement les secouristes. Merci beaucoup. Jean-Pierre, les JOP sont vecteurs du coup d'inscription, de personnes qui souhaitent s'engager pour faire partie des Jeux Olympiques, mais on est là entre organisations pour parler d'engagement. Donc au-delà même des JOP, j'imagine qu'on a tous collectivement un enjeu de transformation de cette ressource, c'est-à-dire capitalisons sur les JOP pour les maintenir après. Comment on fait ce switch? Comment on fait pour ne pas avoir des bénévoles qui sont uniquement engagés parce qu'ils ont envie d'être au plus près de la compétition? Alors ça c'est intéressant parce que on est tous pareils. C'est bien d'avoir des gens qui sont volontaires pour les JO, mais ce qu'on souhaite tous, vu l'investissement qu'on produit quand même pour les accompagner, pour les faire monter en compétences, que ces personnes continuent dans nos équipes de secours. Donc à nous de trouver aussi les bonnes actions, le bon vecteur. Mais là, comme je vois la densité aujourd'hui de personnes qu'il y a, on sait faire, je pense. On saura faire et on arrivera à conserver la plupart des gens. Donc ça, c'est un point positif. Le deuxième point positif, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais nous, une des difficultés qu'on aura, c'est que les associations territoriales qui n'ont pas les JO, elles aimeraient bien quand même participer à la fête aussi. Et aussi, ils sont volontaires pour venir. Ils veulent aussi s'engager. Et je pense que c'est aussi, en termes de solidarité, un point important que dans nos associations, tout le monde participe aussi activement à la chose. Donc nous, on y réfléchit. Et je préviens, moi, les gens de l'Île-de-France qui ne seront pas obligatoirement sur tous les postes des JO, au plus proche des JO, mais ils seront peut-être en deuxième rideau à certains moments. Merci. Pour rappel, du coup, le groupement, ce sont 25 000 secouristes. Alors, 25 000 secouristes actifs, on l'espère, on utilise beaucoup ce jargon-là. Côté Croix-Blanche, ce levier de transformation pour vous et faire rentrer plus de bénévoles, comment vous le voyez? Ça marche pas. Il faut lever. Effectivement, de toute façon, donc l'idée, effectivement, c'est d'essayer de garder au maximum les gens qui vont rentrer pour les Jeux Olympiques après. Mais on sait que de toute façon, il y a une partie des secouristes qui vont partir, puisque le nombre de secouristes dont on va avoir besoin de façon journalière, c'est pas le nombre de secouristes dont on a besoin en temps normal. Après, en ce moment, on n'a pas forcément énormément de gens qui rentrent dans l'objectif des JO, parce qu'en fait, à notre niveau, effectivement, à la tête des associations, les JO, pour nous, c'est demain. Mais en fait, pour le commun des mortels, les JO, c'est pas du tout demain. Et après, la problématique qu'on risque d'avoir, c'est qu'au moment où ils vont se réveiller, en fait, ce sera trop tard, puisqu'on a appris il y a quelques jours qu'on a jusqu'au 30 avril pour faire les accréditations. Donc, ce qui veut dire qu'après cette date, on ne pourra plus faire d'accréditation. Donc l'étudiant qui va se réveiller au mois de mai, on lui dira, il peut venir chez nous, mais il n'ira pas, en tout cas, sur les sites Paris 2024. Alors, oui, c'est bon, ça fonctionne. Effectivement, et donc du coup, on en profite pour tous celles et ceux qui sont là et qui ne le sauraient pas encore. On doit, pour participer au niveau des sites et des événements JOP, procéder à ce qu'on appelle un criblage. Donc c'est volontaire, les personnes ont l'information, les bénévoles, du coup, on va leur demander s'ils souhaitent participer, s'ils acceptent ce criblage. Et donc du coup, on va donner leurs coordonnées pour qu'on puisse... contrôler, que les autorités puissent vérifier que ces personnes n'ont aucun problème avec la justice. Et au-delà de ça, petite information importante, il est essentiel d'avoir des pièces d'identité à jour. Donc pensez-y, parce que les délais, on est dans une mairie, donc c'est symbolique, mais les délais sont parfois un peu longs, en tout cas sur le territoire parisien. On parlait justement de... Alors là, on parle de criblage, on parle de secouristes. On parle d'action sociale, mais vous avez également parlé de personnes qui vont être en charge de la logistique, qui vont être dans la base arrière. Comment on motive ces bénévoles qui, in fine, ne vont pas être au bord du stade, à côté des sportifs, ce qui d'ailleurs est le cas d'une majorité de personnes? Comment on engage aussi nos bénévoles à faire toutes ces tâches qui parfois sont moins populaires, mais tout aussi essentielles, voire même parfois plus importantes que les tâches de l'avant. Peut-être l'UNAS? Alors, je crois que la communication sera importante. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que, à mon sens, l'ensemble des personnes vivent l'événement, qu'il soit en effet en logistique ou en opérationnel, qu'il soit à côté des sites olympiques ou à l'intérieur des sites olympiques ou à l'extérieur.
On voit bien que l'organisation aujourd'hui fait que des gens seront peut-être un peu plus éloignés des bases propres des athlètes qui ne les verront pas. Donc la communication me paraissait importante. Et ce qu'on a commencé au sein du groupement, je pense que c'est une bonne chose. Commencer à faire des webinaires d'échange, commencer à monter un petit peu l'information, comme on peut le faire. La mise en place des cours d'anglais, des échanges comme ça. Tout ça, je pense qu'il faut l'accentuer encore jusqu'au moment où on sera bien prêt et tout le monde gardera une belle expérience. Ça fait partie aussi des choses que nous devons faire, à mon avis, et monter pour arriver à fidéliser toute cette force vive qui nous arrive. Merci. Côté Ordre de Malte, Croix-Blanche, comment engager l'arrière ? Alors, je vais rejoindre un peu les propos de mon collègue de l'UNES. Effectivement, ça passe par la communication, mais ça passe aussi par la responsabilité et par la reconnaissance de leur travail qui va être fait, parce qu'effectivement, sans eux, rien ne pourrait être fait sur les postes de secours et sur l'arrière. Donc je pense que ça passe par une responsabilité et par un engagement propre par les associations envers ces bénévoles-là qui seront engagés en arrière-plan. Ouais. Merci. Ce qu'on envisage aussi chez nous, c'est éventuellement d'avoir des secouristes, donc PSE1 ou PSE2, qui pourraient, par exemple, le lundi et le mardi être en poste de secours, et le mercredi et le jeudi, en fait, travailler sur la base arrière. Donc en fait, ils seraient à la fois au cœur des Jeux Olympiques, puisqu'ils passeraient une partie de leur temps en dispositif de secours, et à la fois, ils travailleraient dans la base arrière pour tout ce qui est logistique et autres. Donc envisager un parcours du volontaire où ils pourraient finalement toucher à plein de choses différentes. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. Claude, peut-être pour la Croix-Rouge sur le côté bénévole. Sur la partie logistique, on va dire, je pense que ça procède aussi de la formation. Quand on fait des formations, on explique qu'une opération, c'est pas que le secours à victimes, c'est tout un ensemble. Et cet ensemble comprend la logistique, qui est le nerf de la guerre, si on veut que l'opération réussisse. Donc je pense que ça part de là. Et puis, comme l'a dit la Croix-Blanche, là, il faut être attentif au fait de faire tourner un petit peu les bénévoles sur les activités pour que chacun y trouve son compte, voilà, et équilibrer un petit peu l'activité. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé des bénévoles tels qu'on a l'habitude de les voir. Donc le bénévole qui au quotidien répond aux missions de secours, aux missions d'action sociale. Mais quand on parle d'engagé et de mobilisation, on a aussi pour nous, là je vais parler plus précisément pour la Croix-Rouge, mais vous pourrez finalement nous partager vos points de vue. Un levier pour nous d'engagement plus important pour fédérer autour de cet événement, mais aussi des enjeux qui sont les nôtres en tant qu'association. Anne-Laure et Anne, du coup, sur le côté plus établissement, sur le côté filière salariée, la Croix-Rouge, ce sont aussi plusieurs milliers de salariés, 14 000 salariés, il me semble, 14 000 salariés. Donc du coup, comment on les mobilise, comment on les engage également dans cette démarche-là? Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer? Mais si oui, lequel? Alors je crois que sur ce sujet-là, effectivement, les Jeux Olympiques sont une très grande opportunité parce qu'à la Croix-Rouge, comme vous le savez, on est en train d'essayer de resserrer les liens entre nos établissements Croix-Rouge et les équipes bénévoles. Et on est en train d'essayer de développer les comités de proximité pour avoir des liens de chaque établissement vers des unités locales qui sont proches des établissements. Et les Jeux Olympiques, c'est un moment de vraiment créer ce lien de manière très efficace parce qu'on va essayer de faire participer les établissements aux Jeux Olympiques. On en a parlé dans les autres tables rondes que j'ai pu écouter ce matin. Ça va être le moment où on va pouvoir essayer de faire venir des bénéficiaires aux Jeux Olympiques. Et ça passera par tout le bénévolat de l'action sociale. Donc ça passera par vous, par les unités locales. Et ça, c'est un moment presque unique de pouvoir créer des opportunités très très précises de faire venir des mineurs non accompagnés, des personnes de nos établissements pour personnes handicapées, les enfants malades de l'hôpital de Margency, et tout ça avec votre aide. Donc ça, c'est un travail qui reste à créer et qui va être très important et qui laissera forcément des traces
par la suite, puisque il y aura voilà, des liens qui se créeront. Et donc pour nous, c'est une opportunité effectivement très importante de renforcer les liens entre les équipes bénévoles et les salariés. Merci beaucoup Anne. Alors nous effectivement on parle de nos salariés et collaborateurs, mais il est vrai que la Croix-Rouge est aussi une école pour beaucoup de disciplines, notamment pour les soins infirmiers, mais on a également je vois Laurent du coup les ambulanciers. Comment on intègre également finalement ces volontaires qui font partie de la Croix-Rouge sur d'autres casquettes? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a des pistes? Moi, je pense que c'est possible. Pour revenir sur ce que disait Anne, au niveau que ce soit établissement et bénévoles, c'est une occasion au niveau des JO de sentir encore qu'on fait partie de ce mouvement et de nous rassembler aussi autour de cet événement. Parmi les filières, en effet, qu'on a, il y a aussi les filières de formation. Et donc, comme tu disais, avec les IFSI ou les étudiants, et on peut imaginer vraiment des communications, des événements croisés, voilà, où tout volontaire ou même salarié, selon les compétences, peut s'engager à l'intérieur pour les Jeux Olympiques. Donc il y a des leviers qui sont possibles pour faire voilà, communiquer, dialoguer et puis vraiment répondre à l'envie d'agir de tous. Merci beaucoup. Donc effectivement, pour nous, en tout cas, c'est une occasion en or de pouvoir fédérer et de travailler notre unité, qui est un principe essentiel pour nous. Pour les autres organisations, l'UNAS, l'Ordre de Malte, la Croix-Blanche, est-ce que vous aussi, vous réfléchissez à savoir comment vous intégrer d'autres formes d'engagement autour de cet engagement bénévole qui va être beaucoup en première ligne? Vous avez des équipes salariées, notamment l'Ordre de Malte. Comment est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous avez des choses sur ce sujet? Alors oui, effectivement, on rejoint un peu ce que va faire la Croix-Rouge. Hein. C'est-à-dire que, on a des établissements avec des salariés où on va effectivement pouvoir les mobiliser également à travers potentiellement des salariés qui soient formés secouristes et qu'on va pouvoir engager sur les postes de secours, et à la fois aussi les engager sur les missions annexes, que ce soit de la logistique ou éventuellement la gestion des hébergements, des navettes ou accréditation. Voilà. Donc c'est vraiment tout un panel entre les bénévoles, les salariés d'établissement, de pouvoir être unis dans cet événement mondial qui va être les JO. Merci beaucoup. Pour la Croix-Blanche? Nous, à notre niveau, je pense qu'on a quand même nettement moins de salariés que la Croix-Rouge ou que l'Ordre de Malte. Donc du coup, avec je pense qu'on doit avoir à tout casser 50 salariés sur toute la France. Donc on se pose vachement moins ces problématiques. S'ils veulent s'engager, évidemment qu'ils pourront s'engager, mais on n'a pas forcément réfléchi à comment les engager dans le dispositif. Mais alors, du coup, c'est très intéressant parce qu'on est sur des modèles un peu différents. Ces 50 salariés, malgré tout, ils doivent représenter une charnière, hein, un rôle très important dans votre organisation. Est-ce qu'il est important aussi qu'ils se sentent impliqués dans cet événement? Et si oui, comment vous le faites? Alors en fait, nous, du coup, contrairement toujours à vous, en fait, on est la Croix-Blanche est une fédération d'associations, donc chaque association est indépendante. Et donc en fait, ces 50 salariés, ils sont répartis sur toutes les associations. Et au siège en lui-même, globalement, on a 3 salariés. Donc on n'en a pas encore parlé avec elles pour les intégrer sur le dispositif. Mais elles n'ont pas le choix, c'est ça? Bon, ouais, on a toujours le choix, mais... Côté UNAS et également côté Croix-Rouge aussi, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre déjà pour fédérer? Est-ce qu'on on a déjà parlé, comment on compte les impliquer dedans? Est-ce qu'on a des idées concrètes de postes ou de missions? Oui, alors nous on est un peu comme la Croix-Blanche, on s'est pas encore posé la question parce qu'ils sont déjà impliqués, donc et ils sont partants. À partir de là, c'est déjà plus facile à organiser. Ils sont aussi les chevilles ouvrières qui vont aider tous les bénévoles, toute la logistique à mettre en place et toute la communication. Donc de ce côté, on n'est pas très inquiet. On a aussi des ressources naturellement présentes.
Sur les liens avec établissements et les salariés, ce qui pourrait être fait, c'est vrai que nous on réfléchit déjà à une communication, à l'organisation d'une fabrique des territoires pour mettre effectivement les gens ensemble et pouvoir communiquer autour de cet événement et justement des choses que chacun peut faire parce que les établissements vont devoir aussi se préparer en fait en eux-mêmes à cet événement parce que ça va créer quand même voilà, beaucoup d'affluence, ils vont devoir eux-mêmes se préparer. Comment on fait ce lien? Et puis comme je te disais tout à l'heure, vraiment on peut imaginer sur des postes selon les compétences et les envies d'agir des salariés. On a quand même des établissements de soins, on a, comme on parlait, des établissements de formation, on a aussi des gens selon les compétences, je sais pas, administratives, d'aider à la gestion, comme on disait, ou ce que vous disiez, d'aider à des tâches de la gestion des effectifs, enfin voilà, tout ce qui peut être du domaine aussi bien sûr de la base arrière, mais en n'oubliant pas qu'eux-mêmes vont devoir se préparer aussi en fait à cet événement qui va quand même impacter aussi bien sûr les filières et les établissements. Effectivement, on en parle pas dans cette table ronde, mais on a des filières importantes d'exclusion, des filières autour du handicap qui sont fortement impactées en tout cas par l'événement. Enfin, âgées peut-être moins, mais voilà, mais comme tu disais, les filières handicap qui vont être de toute façon aussi impactées par l'événement. Super, alors du coup, bon, effectivement, on a un enjeu plus ou moins fort selon notre organisation à impliquer nos salariés. Chez nous, c'est une évidence sur le fait de devoir non pas juste uniquement les impliquer, mais on doit travailler ensemble, on a besoin de cette complémentarité. Claude ? Oui, donc on a parlé un peu des salariés de nos différentes organisations. Je crois qu'on a aussi un autre sillon à creuser. Qui n'est pas encore très fréquent aujourd'hui, c'est d'impliquer les entreprises privées notamment. Aujourd'hui, les entreprises privées parlent de plus en plus de RSE, de la responsabilité sociale des entreprises. C'est des éléments qui rentrent en compte dans le business, dans les appels d'offres. Eh bien, je pense qu'on a aussi une carte à jouer là pour leur dire, dans la responsabilité sociale des entreprises, pourquoi est-ce que vous ne donneriez pas un peu de temps, accorderiez-vous pas un peu de temps à vos salariés pour venir renforcer nos associations, donc sur quelque chose qui est très fédérateur sur les JO et qui pourrait mettre en lumière aussi les entreprises, les valoriser et valoriser les collaborateurs. Donc sous forme de mécénat. Aujourd'hui, le mécénat est plutôt il est plutôt pratiqué sous longue durée, donc plutôt en début de carrière ou en fin de carrière. Mais on pourrait, je pense, pouvoir avancer sur du mécénat de courte durée, sur des petites durées, et qui nous permettrait de renforcer nos activités, d'impliquer les entreprises et pourquoi pas, après les JO, de pouvoir pérenniser ce type de système. Merci Claude. Effectivement, on a eu beaucoup de questions aujourd'hui de la part de bénévoles qui nous posent des questions sur moi j'ai envie de m'engager, je suis déjà convaincu, mais comment je me rends disponible par rapport à mon employeur, comment je me rends disponible par rapport à une période qui est extrêmement longue. Est-ce que on a, au-delà des leviers juridiques, légaux qui existent, que ce soit des plateformes, du mécénat de compétences, comme le disait Claude, ou alors d'autres types de supports contractuels, est-ce qu'on n'a pas, nous aussi, un rôle à jouer, d'aller directement en contact de ces entreprises pour essayer de créer des passerelles directes? Et si oui, est-ce qu'on a déjà des exemples qui auront déjà pu être mis en place? Par exemple, dans le 92, Claude, est-ce que vous avez déjà des exemples, même ponctuels, de collaboration avec des entreprises sur du bénévolat ponctuel? Alors qu'ils soient actifs, non, pas encore, mais on y travaille, parce qu'on a identifié cette piste-là. Une très grosse entreprise du 92, dont le siège social est basé à Montrouge, nous a fait part qu'il pourrait libérer une vingtaine de salariés comme cela pour accorder jusqu'à 5 jours par an. Donc eux s'inscrivent dans la durée, donc de 5 jours de bénévolat par an. Voilà. Donc, en plus de la formation initiale, donc là, ce serait pour devenir secouriste. Donc, ça peut être un bel exemple. Donc, on doit concrétiser ça d'ici la fin de l'année. Merci Claude. Et effectivement, les entreprises peuvent s'inscrire sur la plateforme Vendredi et ainsi permettre de donner du temps d'engagement et du bénévolat tout en étant payé et en contribuant du coup à la démarche RSE de l'entreprise. Alors, on parlait d'entreprise avec des liens directs avec eux, que ce soit du mécénat ou autre, mais en tant qu'acteur de sécurité civile, on a un agrément, l'agrément C,
qui nous permet d'encadrer des populations. D'ailleurs, de nombreuses crises dernièrement, je prends l'exemple de la Croix-Rouge, mais vous aurez peut-être d'autres exemples. Si je prends la crise ukrainienne, ça a été plus de 4000 personnes qui étaient des bénévoles qu'on appelle ponctuels. Ces bénévoles ponctuels, on sait qu'on va en avoir qui tapent à la porte et qui vont taper à la porte. Comment on les accueille, comment on les intègre, sans forcément les faire rentrer dans un parcours de bénévoles parfois, en tout cas classique, qui n'est pas forcément ce qui est recherché. Les questions se complexifient, hein. Et on parle engagement. Alors, effectivement, c'est ce qu'on appelle un bénévole qui va arriver, qui va repartir, qui va rester peut-être que pour la période des JO. Après, il serait important quand même de rentrer dans un parcours de bénévoles, que ce soit dans chaque association quelconque, et qui soit quand même à minima formé sur qu'est-ce qu'un bénévole logisticien, qu'est-ce qu'un bénévole secouriste, et voir dans quelle branche il se sent déjà le plus capable et dans quoi il veut s'engager lui-même personnellement, quoi. Parce que la réponse vient à se dire qu'est-ce que lui veut faire et comment nous on peut répondre à cette question, qu'est-ce qu'on peut lui apporter nous en tant qu'association de sécurité civile. Ouais, effectivement, je pense qu'on risque d'avoir ce genre de bénévoles. Alors après, selon à quel moment ils vont venir toquer à la porte, peut-être qu'ils pourront pas aller sur les sites Paris 2024. Maintenant, ils pourront très bien, parce que ça ne nécessite pas de formation particulière, assurer tout ce qui va être mission notamment de logistique, soit en dehors des postes de secours, ou alors sur les postes de secours qui ne sont pas sur des sites olympiques. Alors, on parle beaucoup de logistique, mais est-ce qu'on n'a pas aussi d'autres missions ? Même si la logistique est une mission essentielle. C'est vrai qu'elle revient souvent. Il va falloir de l'organisation, il va falloir faire de la gestion, on parlait d'hébergement, on a des problématiques de restauration, de transport. Alors, on est quand même parfois sur des problématiques très administratives, notamment les bases arrières vont avoir une gestion RH, on va devenir des grosses boîtes DRH pendant quelques mois. Est-ce qu'on n'a pas aussi quelque chose à capitaliser sur ces bonnes volontés qui ont des vraies compétences professionnelles, à pouvoir les employer? Anne-Laure, tu parlais de salariés, mais également peut-être des bénévoles qui viennent de l'extérieur. Est-ce qu'on n'a pas un enjeu de nous être capable de capter ce flux de bénévoles ponctuels? Si, je pense. Après, comme on disait, on parlait de crise, mais en fait, là, les gens vont peut-être pas devenir bénévoles ponctuels pour la même chose. C'est vrai que quand on parlait du Covid, les gens se sont sentis en effet extrêmement saisis, mais il y avait un problème justement de bénévoles ponctuels à ce moment-là, parce que les gens ne pouvaient pas forcément agir. Quand on a eu la crise ukrainienne, on a vu aussi ce qui s'est passé. Et là, ils veulent s'engager sur quelque chose et un événement qui finalement, comme on voit dans nos associations, enfin les valeurs de l'olympisme et les valeurs qu'on défend aussi dans nos associations, il y a des choses qui résonnent en fait. Donc là, on va avoir des bénévoles qui vont venir pour autre chose que ce qui a pu se passer sur les dernières crises, ou enfin sur une gestion de crise. Là, on sera plus dans un événement en fait où les gens vont vouloir s'investir. Et je pense qu'on peut effectivement leur proposer. On a pensé à beaucoup de choses, mais je pense sur des missions administratives, comme on disait, il va y en avoir beaucoup, pas que de la logistique, d'accompagnement. Et je suis d'accord avec toi, il faut que les gens se sentent... Parce que si on veut les capter aussi, et on parlait de l'après, et d'avoir des bénévoles qui restent, mais ces bénévoles ponctuels, on peut aussi sur des missions leur faire... les engager assez rapidement, je pense, sur des choses sans forcément qu'ils aient les formations telles que souvent on l'entend, au moins qu'ils sachent pourquoi ils viennent... Enfin, voilà. Pourquoi ils viennent, dans quoi ils s'intègrent, et puis avoir effectivement des missions ponctuelles. Je pense qu'il y en aura d'accompagnement, de logistique, de logistique, mais aussi d'accompagnement et d'administratif et de RH, comme tu dis. Alors, on parle de l'événement des Jeux Olympiques, mais effectivement, on a à côté d'autres besoins qui résonnent aussi plus ou moins fort chez nos viviers de bénévoles selon leur appétence et leur activité. Comment on fait le lien? Est-ce qu'on doit recruter, c'est une vraie question ouverte, hein, est-ce qu'on doit recruter sous l'angle de l'événement ou est-ce qu'on doit recruter sous l'angle de la période? Anne? Moi, je ne sais pas si la question se pose dans ces termes-là, parce qu'en fait, si quelqu'un vient, c'est lui qui connaît sa motivation, et nous, on doit juste l'accueillir comme bénévole, parce qu'un bénévole qui est venu une fois pour une action précise, c'est potentiellement un bénévole qui reviendra s'il y a une autre crise, parce qu'il connaîtra le chemin,
il aura été bien accueilli. Bon, il vient une fois, il vient 2 mois, et puis dans 1 an et demi, il se passe quelque chose, il viendra naturellement vers l'endroit où il a déjà fait du bénévolat. Donc c'est peut-être aussi à nous de s'habituer à cette nouvelle forme de bénévolat, d'avoir des gens qui ne sont pas des bénévoles constants, qui sont des gens, et peut-être que c'est un bénévole qui entre-temps aura déménagé à Toulouse, mais poussera la porte de la Croix-Rouge à Toulouse parce qu'il aura été un jour à la Croix-Rouge à Paris pendant les Jeux Olympiques. Et c'est plutôt dans ce sens-là. Je ne suis pas sûre que ce soit si important que ça de chercher à garder tout le monde, mais plutôt de bien les accueillir, de leur faire sentir qu'ils sont utiles et de leur donner leur place. Et puis en fait préparer peut-être un après de crise, une autre pour d'autres occasions, des inondations ou enfin Dieu sait quelle. Et ça leur donnera. Il y a sûrement une grande partie de ces bénévoles-là qui auront envie d'aller faire du secourisme, même s'ils ont été à la logistique, même s'ils ont été à l'accueil. On en aura toujours qui décideront de s'engager plus en avant, je pense. Alors du coup, Claude, sur la question effectivement du levier pour l'engager, est-ce qu'on est autour de l'événement, est-ce qu'on est autour de la période, est-ce qu'il faut saisir finalement ce qui se présente à nous, comment... C'est une question difficile, parce qu'effectivement les motivations de chacun peuvent être très différentes. Néanmoins, je pense que les JO sont tellement fédérateurs, c'est tellement exceptionnel comme activité, que c'est vraisemblablement ce que l'on peut mettre en avant et qui va nous permettre d'attirer du monde. Et derrière, je rejoins Anne ce que tu disais, donc en fonction de l'accueil que l'on aura pu faire, de ce qu'ils auront trouvé, même s'ils ne font pas perdurer leur engagement au-delà des JO, c'est peut-être des gens sûrement qui reviendront, soit sur le même lieu, soit ailleurs, suivant leur parcours de vie. Voilà. Mais je pense que quand même la tête de gondole, si je peux dire, c'est les JO. Et derrière, on va pouvoir leur montrer l'envers du décor, voir l'ensemble des activités que l'on peut avoir. Voilà, ça peut être quand même l'effet aimant un petit peu du recrutement. Voilà. Parce que derrière, on n'aura évidemment pas que les JO à assurer. On a toutes les activités de secours qui vont être autour des JO, avant-après, avec les manifestations locales habituelles, et puis également toutes nos activités sociales, voilà, sur lesquelles on va pouvoir faire découvrir à ces bénévoles qui iront passer la porte qu'on n'a pas que les JO, mais qu'on a aussi d'autres choses à proposer. Ça ouvrira certainement les yeux à certains en disant « Ah bah oui, finalement, j'étais venu pour les JO, mais vous proposez ça, finalement, ça m'intéresse un peu plus, et je vais plutôt m'engager là-dedans. » Et qu'on arrive à les fidéliser. On arrive à les fidéliser puisque c'est effectivement l'essentiel. Après, je pense qu'il ne faut pas être dupe. C'est que les bénévoles sont motivés quand on leur donne de l'activité, s'ils ont quelque chose à faire. Donc là, on va avoir une pointe d'activité pendant l'été 2024. Si après, on n'a pas suffisamment d'activité à leur proposer, il y aura certainement une démotivation. Voilà. Alors, au niveau de la Croix-Rouge, on avait réfléchi à cet engagement ponctuel sur des crises. Et d'ailleurs, ça a été travaillé puisqu'il y a une procédure, ou en tout cas une façon de faire pour accueillir ces bénévoles ponctuels, voilà, qu'on va pouvoir mettre à l'épreuve d'ailleurs, voir si ce qu'on avait prévu fonctionne. Pour que ça fonctionne, en tout cas, ce qui avait été imaginé, c'est que ce soit l'encadrement qui soit renforcé pour qu'on puisse accueillir dans de bonnes conditions, dans une association dont les gens ne connaissent pas l'organisation ni les ressorts, savoir comment on les intègre, comment on les guide et comment on leur fait faire de l'activité dans cette optique-là. Effectivement, parce qu'on parle de 25 000 secouristes, mais finalement, l'encadrement intermédiaire, on en parlait dans d'autres conférences, c'est un enjeu important, parce que pour pouvoir fidéliser un tel volume, en tout cas pour pouvoir bien accompagner, il va falloir être au plus près de chacun. Une dernière question, après on laissera la place aux questions avec la salle, qui n'est pas une question simple. Je le dis d'avance, mais on est là pour échanger sur des sujets un peu complexes aussi. Tous engagés, la mobilisation des volontaires, dans tous engagés, on a parlé du bénévole, on a parlé du salarié, de l'étudiant, mais si on parle de valeur de l'olympisme, il est important aussi de réfléchir à comment nous, on utilise, ou en tout cas on profite de cet événement pour travailler le côté inclusif
de nos organisations, qu'elles soient uniquement secouristes ou autres. Où est-ce qu'on en est sur ce volet-là? Est-ce que vous avez des réflexions, des pistes ou des vœux pour qu'on soit peut-être plus inclusif, en tout cas qu'on continue à l'être davantage et intégrer aussi des bénévoles qu'on n'intègre pas forcément aujourd'hui? Alors, quand je parle d'inclusif, je ne parle pas que de handicap. Je parle vraiment de tout type, en fait, qu'on soit beaucoup plus universel sur la capacité d'accueillir des bénévoles. Est-ce que c'est des questions qui résonnent chez nos collègues des autres associations? L'Ordre de Malte. Le pauvre, c'est toujours lui qui commence à chaque fois qu'il y a une question un peu... Alors, pour être franc, la question n'a pas encore été abordée en interne. Je sais qu'on en a parlé très rapidement par rapport au groupement. C'est quelque chose qu'il va falloir effectivement qu'on travaille, notamment pendant la période des JO, mais aussi à l'après. C'est-à-dire que un bénévole qu'on viendrait et qui viendrait nous rejoindre et qui rencontre un handicap ou autre, comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans ces missions-là, et surtout comment on fait pour le fidéliser et comment on peut l'intégrer au-delà de ces missions. Merci beaucoup. La Croix-Blanche. Alors bien sûr, on est très très ouvert pour inclure tout le monde, hein, c'est quand même l'objectif. Après, avec juste quelques petites limites qui sont pour tout ce qui va être secouriste et équipier secouriste. Alors il n'y a aucun problème à avoir des gens qui sont porteurs de handicap, sauf que selon le handicap, ils pourraient ne pas être en capacité d'avoir cette formation et donc ils pourraient pas aller dans cette branche. Maintenant, il n'empêche que pour tout ce qui va être partie administrative ou autre, type logistique, c'est pas du tout un problème. Alors évidemment, hein, on parle de handicap. Bon, c'est vrai que quand on parle de handicap, on parle des handicaps visibles, qui sont finalement parfois difficiles à concilier pour certains avec la notion de secourisme, mais on parle aussi de tous ces handicaps non visibles, qui d'ailleurs font aussi la richesse de notre organisation. Et quand on parle d'inclusion, en tout cas dans la notion dans laquelle on voulait amener la réflexion, c'est aussi plus largement sur d'autres formes d'inclusion, que ce soit des publics différents, parfois même des classes socio-professionnelles un petit peu différentes qui ne sont pas forcément toujours représentées dans nos viviers associatifs. Est-ce que, par exemple, pour l'UNAS, d'abord, est-ce qu'on a des pistes, est-ce que c'est des questions sur lesquelles vous les sentez d'actualité, vous avez réfléchi dessus ou pas forcément encore? Bon, alors, nous avons fait, nous, une charte RSE et on s'est bien sûr posé des questions sur ces sujets-là. Voilà. Et dans notre charte RSE, aujourd'hui, nous souhaitons développer cet accueil, et là encore on a cette difficulté vers quel type d'activité on va pouvoir les porter, hein. Principalement le secours semble difficile, on forme beaucoup de gens aveugles, on a une particularité de pouvoir former des gens aveugles. Je pense qu'il faut échanger aussi avec ces gens-là, parce que c'est leur capacité aussi à être bien dans le poste qu'on va leur proposer ou qu'ils vont nous proposer qu'il faut essayer de défendre. Voilà, donc mon avis c'est plutôt chaque cas est particulier, il faut qu'on trouve une solution à chaque cas. Merci beaucoup. Anne-Laure? Oui, mais ça rejoint, je pense, la question qu'on posait au départ sur l'engagement bénévole, vraiment de façon globale. Moi, je fais partie des vieilles, ça fait 30 ans que je suis à la Croix-Rouge. Je suis rentrée très très jeune et par le biais qui a été secouriste, parce que c'était essentiellement l'activité. Je crois qu'aussi, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis 30 ans. Moi, j'ai connu une Croix-Rouge aussi où on était moins dans peut-être parfois l'envie d'agir des jeunes, qui est beaucoup plus présent en fait finalement aujourd'hui, de pas forcément. Moi, j'ai connu une Croix-Rouge qui passait par certaines étapes. Moi, je suis passée par beaucoup d'étapes, de postes, de choses comme ça, et je crois qu'aujourd'hui on essaye de changer aussi notre manière de faire par rapport à ça, d'essayer de répondre plus à l'envie d'agir des jeunes, d'inclure plus vite, mieux, d'essayer de fidéliser, et comme disait Anne, dans un bénévolat, je ne sais pas si on a une crise de bénévolat, mais on sent en effet qu'il y a un engagement qui change, mais on n'a pas forcément moins de bénévoles, mais ils le vivent effectivement différemment, donc je pense qu'il faut inclure aussi ça et l'accompagner.
Et puis, comme tu dis, je pense qu'il y a des efforts qu'on essaye de faire sur justement inclure non seulement les jeunes, mais toute personne, comme tu disais, de catégorie socio-professionnelle. Il y a eu beaucoup de discussions entre le bénéficiaire qui devenait bénévole, puis finalement, oui, puis là, on est arrivé, on a eu des avancées pour dire, s'il y a du bon sens à ce qu'on puisse aussi inclure les personnes qu'on a aidées à l'intérieur de notre mouvement, et beaucoup de questions d'ouverture qui, je trouve, avancent pour avancer dans l'engagement bénévole. Merci beaucoup Anne-Laure. Claude, concernant du coup le côté inclusif de nos bénévoles et de nos recrutements. Alors je crois qu'il y a deux parties. Il y a le fait d'accueillir correctement les personnes qui seraient porteurs de handicap ou différents publics. Mais il y a un autre aspect qu'il faudrait travailler, c'est que ces personnes-là puissent aussi venir taper à notre porte. Et je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre elles qui se mettent des freins à elles-mêmes et qui n'osent pas venir faire la démarche. Donc comment est-ce que ces personnes-là, on peut leur dire venez, vous serez accueillis, venez, il y a de l'activité pour vous, voilà, vous serez partie de l'équipe comme les autres. Bon, il y a sûrement un message à passer pour qu'on puisse les accueillir également. Merci Claude. Anne ? Oui, je pensais moi aussi à tout ce qu'on peut faire au niveau de la région Île-de-France, que la Croix-Rouge n'est pas représentée de manière égale dans toute la région. On a des endroits où on est beaucoup plus représenté. C'est souvent lié à l'histoire de la Croix-Rouge. Et donc, je pense que c'est important aussi en ce moment où on a vraiment un événement très attractif, d'essayer de profiter de ce moment pour justement se développer plus sur les endroits où on est moins présent, et peut-être justement de manière interdépartementale en essayant d'utiliser les forces de toute la région dans ce but, et peut-être essayer d'aller solliciter des nouveaux bénévoles dans des endroits où on en a peu et où on n'a pas l'habitude d'aller les solliciter. Je crois beaucoup aussi dans cette démarche de sollicitation, ne pas attendre seulement que les gens viennent vers nous. Et c'est vrai que c'est un petit peu tard puisque toutes les accréditations vont être terminées en avril. Mais voilà, il y a peut-être moyen d'inclure des gens dans d'autres activités. Et voilà, peut-être en faisant une campagne de publicité ou enfin en travaillant peut-être plus interdépartementaux sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Donc, du coup, on a quand même un défi important. L'engagement évolue, l'engagement, en tout cas, évolue vite. Et on n'a pas toujours les clés de compréhension de cet engagement qui nous laisse un petit peu parfois interrogatifs. On a un défi opérationnel qui, du coup, nous invite à faire preuve d'unité, beaucoup d'unité entre associations du groupement, mais même déjà en interne, à pouvoir mobiliser toutes les sources d'engagement, qu'ils soient salariés, bénévoles. Et également, c'est pour nous aussi une opportunité qui nous oblige à être peut-être plus inclusifs et au-delà de l'engagement nécessaire pour répondre à l'événement, de travailler notre impact sociétal. Dernier tour, avant de passer la main aux questions, si vous deviez, alors là, c'est la dernière fois que je vous embête avec quelque chose de compliqué, on a des bénévoles, on a des salariés en face, bon, ils nous entendent parler, la réalité c'est que la mobilisation, l'engagement, c'est passionnant, mais ça demande aussi beaucoup d'énergie, et là on a besoin de cette énergie pour les mois qui viennent. Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement à toutes ces personnes qui travaillent sur la mobilisation du bénévole dans les mois qui viennent? Comment vous les motivez? Comment on continue? L'ordre de Malte. Ah là c'est toi qui as pris le micro. Je t'ai vu lever la main. Alors après, sur cette question, elle est importante parce que, comme dit tout à l'heure la Croix-Blanche, pour nous, les JO, c'est demain. Pour certaines personnes, pour certains salariés, certains bénévoles, les JO, c'est encore dans moins d'un an. Mais en fait, on a besoin de vous tout de suite. C'est-à-dire qu'on doit préparer
toutes les phases, on doit faire toutes les phases de préparation en amont, les plannings, les effectifs, le matériel, les véhicules, tout ça. Donc en fait, c'est quelque chose qui se passe dès maintenant. On a commencé de travailler, avec le groupement, déjà depuis plus d'1 an. Mais voilà, on a besoin de vous tout de suite. Et donc voilà, les forces vives, les bonnes expériences que vous avez, vos savoir-faire et tout ça sont preneurs. On est preneurs pour pouvoir avancer sur le sujet dès maintenant, quoi. Merci beaucoup. À notre niveau, on a prévu des webinaires au niveau Croix-Blanche où en fait, là, on va préciser aux gens les petits détails, notamment que les accréditations se termineront fin avril, et déjà de leur demander de se positionner, alors pas de donner des disponibilités précises, parce qu'on sait que le mois de juillet-août, c'est quand même assez loin, mais déjà qu'ils soient capables de nous dire si ils seront pas là, parce qu'ils savent qu'ils sont sapeurs-pompiers professionnels ou sapeurs-pompiers de Paris, et que de toute façon, ils n'auront pas de vacances, donc ils pourront pas venir. Qu'ils sont sûrs d'être là parce qu'ils sont étudiants et que l'été ils font rien et qu'ils viendront avec nous, ou alors que ils sont pas encore sûrs mais ils pensent venir ou en tout cas faire quelques jours sur les dispositifs. Merci beaucoup. Je crois que pour mobiliser les bénévoles, il faut aller les voir. Il faut aller les voir, leur parler, leur expliquer. Et voilà, je pense qu'ils vont suivre. Et puis expliquer que c'est absolument génial cet événement-là, voilà, qui est encore un événement, on le redit, qui est un événement unique. Voilà. Mais je pense que le contact humain, donc vraiment aller voir les équipes, leur expliquer, c'est ça qui va pouvoir nous faire gagner sur la mobilisation. Je crois que tout le monde a fait un tour rapide de tout ce qu'on pouvait faire et imaginer. Je pense que maintenant, il faut le dire, les JO c'est maintenant et top départ, quoi. Donc pour nous, on a prévu de réunir tous nos équipiers, en effet, en visio prochainement, de façon à lancer les explications, la communication, et surtout déjà qu'ils anticipent leur disponibilité. Et pour cela, on a travaillé en fonction des endroits où nous serons, sur des plages de possibilités de détachement sur lesquelles ils doivent se positionner. Donc les gens vont se positionner sur des plages. Et on a fait attention, entre autres, par exemple, sur les inaugurations qui vont certainement se terminer vers 2-3 heures du matin, à ce que le lendemain, l'équipe ne travaille pas. Voilà. Il y aura aussi de l'organisation à ce niveau-là à travailler. On va être clair avec eux, leur donner aussi la difficulté qu'on peut rencontrer, et puis leur expliquer la force du groupement. Ça, c'est une chose qui est aussi importante à expliquer, c'est que l'union fait la force et qu'on va la mettre en avant. Il y a peut-être une chose, tout à l'heure Claude disait, qui peut être intéressant aujourd'hui de profiter, on est entre nous, on sait que beaucoup d'entreprises offrent à leurs salariés des possibilités de détachement en tant que pompiers volontaires. Quelques jours, 5 jours, 6 jours, en fonction des entreprises. Ça serait peut-être intéressant que nous aussi, on leur dise, mais pourquoi on ne fait pas évoluer ce statut aussi vers les secours actifs en cas de crise, lorsqu'ils ont besoin d'être détachés. Ce serait un sujet, à mon avis, intéressant à travailler. Merci beaucoup. Secours et également, pour nous, l'élargir à d'autres périmètres d'action également. Merci. Comme on l'a dit, on parle Jeux Olympiques. Jeux Olympiques, c'est une idée et c'est très vaste, en fait. Il faut vraiment qu'on se rende compte de toutes les missions qu'il y a derrière, de tous les événements, parce que je crois qu'on s'axe parfois sur, comme on disait, ce qui va se passer en termes de secours, ce qui va se passer en termes de logistique. Je pense qu'on n'imagine pas assez bien et on n'appréhende pas bien la totalité de ce que ça va être les Jeux Olympiques. Et donc pour le côté, comme on parlait, bénévoles salariés, l'idée c'est voilà, des événements, de la coopération. S'il va y en avoir besoin, il va y avoir beaucoup de choses autour des JO, d'animation, de choses qu'on va nous demander, où en effet cette coopération va avoir toute sa place, au-delà de ce qu'on a parlé aussi bien sûr de liens et comme on disait, de répondre à l'envie d'agir et aux compétences de tous. Une véritable opportunité. Merci beaucoup. Anne ? Bon, juste un petit mot, parce que effectivement, ça va être un énorme effort à fournir d'un coup. Donc, je pense que vous avez raison. C'est très important d'anticiper où on sera, ce qu'on a l'intention de faire, organiser ses vacances, etc. Mais c'est aussi important de se ménager cette année, de se préparer physiquement, mentalement, d'être en forme, de faire du sport pendant toute cette période pour arriver au top de sa forme. Parce que je trouve qu'à la Croix-Rouge, souvent, les gens sont
travaillent et s'oublient un petit peu. Donc ne vous oubliez pas, parce que ce qui est important, c'est d'être en forme quand le jour du départ. Effectivement, le jour du départ qui, du coup, voilà, en tout cas, la région va nous proposer des cours de sport. Ça peut être intéressant. Bon, en tout cas, de l'enthousiasme, on y croit, on est sur la ligne de départ maintenant. On a besoin, et vous l'avez dit, et tu l'as dit, on a besoin de monde dès maintenant. On n'attend pas l'été prochain, même si on va trouver comment se ménager. Si vous avez besoin d'aide pour mobiliser, pour engager, je pense qu'on a des structures qui sont fortes et fortes de ce groupement. On est nombreux, et donc du coup, on est prêts. On va peut-être laisser la parole au public, du coup, pour poser des questions, si vous en avez, autour de l'engagement, de la mobilisation. Première question. Merci, c'est toujours la première, la plus compliquée. La technique fonctionne, tant mieux. Alors, en effet, on est sur la mobilisation des volontaires. Sur le principe, il va y avoir des tas de gens qui vont être intéressés. On connaît la force des symboles et le besoin de reconnaissance. Est-ce que les associations représentées ici ont réfléchi à un moyen peut-être de matérialiser l'engagement des bénévoles pour les JO? Je dis bien, ou plutôt pendant les JO, car il ne s'agit pas simplement des secouristes sur les épreuves, mais tous ceux qui font acte d'engagement de manière très large à l'occasion de l'été 2024, comme il faut dire. Est-ce que vous avez réfléchi à une manière de matérialiser ça, de leur reconnaître ça? Alors, en tout cas, pour la Croix-Rouge, je vais apporter quelques éléments, même en tant que modérateur, et après je laisserai du coup qu'on puisse commenter. La Croix-Rouge, en tout cas, les Jeux Olympiques ne sont pas une finalité, ce n'est qu'un moyen. Les Jeux Olympiques, c'est un événement magnifique qui nous réunit tous et qui est rempli de symboles, d'unité, de fraternité. Et pour nous, cet événement nous oblige et nous amène l'opportunité magnifique de pouvoir repenser la manière dont on agit, repenser la manière dont on agit en termes de secours, en termes dont on s'organise, mais également la manière dont on pense à tous ceux qui sont à côté. Et c'est pour cela qu'au niveau Croix-Rouge, en tout cas, on a une stratégie autour des Jeux Olympiques qui compte la sécurité civile, mais également du coup les publics en situation de précarité, les publics en situation d'exil, les missions qui sont nos missions qui sont dans notre ADN, qui sont essentielles à maintenir, et surtout dans la visée de réfléchir à l'héritage qu'on aura derrière. C'est-à-dire que l'objectif pour nous est de réfléchir surtout à la Croix-Rouge que nous voulons après. En 2025, une Croix-Rouge plus inclusive, une Croix-Rouge plus unie, une Croix-Rouge qui arrive à faire des liens et des vrais ponts opérationnels entre ses salariés, ses bénévoles et ses étudiants. Et les Jeux Olympiques sont pour nous une opportunité incroyable que nous n'avons jamais eue. En tout cas jusqu'à maintenant, même dans les 30 dernières années, on a rarement eu un événement qui nous obligeait et qui nous permettait autant de matérialiser l'unité et volontariat autour des valeurs olympiques. Peut-être pour compléter, en termes de stratégie ou même en termes de vision, Claude? Oui, je crois que c'est important de penser à la reconnaissance des bénévoles. Maintenant, je pense qu'il faut mettre les choses dans l'ordre. C'est qu'on ne vient pas et on ne s'engage pas pour avoir une reconnaissance. On vient pour faire de l'action, on vient pour être au service des autres. C'est bien ça, je pense, qui nous motive. Et derrière, on pourra avoir éventuellement pour une reconnaissance, en faisant attention à une chose, c'est que ce type d'activité, ce type de mission, elles vont réussir parce qu'il va y avoir un engagement global. Donc celui qui va donner beaucoup d'heures et qui va être sur les sites olympiques va compter autant que celui qui sera à la CAD en train de faire contrôler les inscriptions ou je ne sais quel travail ou mission qu'on va lui donner qui ne sera pas visible. Voilà. Mais c'est vraiment l'ensemble qui permettra que ce soit une réussite. Donc attention aussi à la reconnaissance, qu'elle tienne bien compte de ça, et que ce sera plus une reconnaissance, à mon avis, collective, que des reconnaissances individuelles. Voilà. Je pense qu'il faut aussi faire attention à cela. Merci beaucoup, Claude. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un mot là-dessus? Non, je pense que ce que je voulais dire, c'est que je partage deux choses. C'est l'importance de l'événement, le travail qu'on produit tous au sein du groupement depuis bientôt 1 an, globalement, les exercices, tout ce qu'on a encore à faire d'ici là. Et je défends l'idée qu'un héritage est important à conserver pour ceux qui vont arriver peut-être
au prochain JO, peut-être dans 100 ans, mais ça sera loin. Mais d'ici là, qu'on fasse des choses vraiment intéressantes sur tous les risques de crise, qu'on sache agir plus vite, qu'on soit plus efficace et qu'on soit tous très mobilisés au bon moment. Merci beaucoup, mais effectivement, la symbolique est essentielle et cultivons-la bien. Y a-t-il d'autres questions? Ah, une question au bout. Bonjour. Bonjour, j'aurais une question à propos des bénévoles mineurs comme moi. Est-ce que vous pouvez rapprocher un peu plus le micro? Ah, je dois parler. C'est bon? On m'entend? Oui. Excusez-moi. Du coup, bonjour, j'aurais une question à propos des bénévoles mineurs. Quel sera leur rôle pendant les JO 2024? Parce que sachant qu'on parle beaucoup des bénévoles, mais j'ai entendu peu des mineurs comme moi en fait, sachant que j'ai 15 ans et pour les autres aussi. Enfin, Alors j'ai vu un micro se lever, hein, donc je saisis l'opportunité, la croix blanche. Alors 15 ans, c'est pas pratique du tout. Maintenant. Mais 15 ans l'été prochain, c'est déjà une meilleure nouvelle. C'est mieux déjà. Et ben en fait, on peut passer le PS1 et le PSE2 à partir de 16 ans. Donc en gros, globalement, sur les Jeux Olympiques, on n'a pas de restrictions plus que ce qu'on a déjà pour l'engagement des mineurs. Donc en fait, sur tous les dispositifs de secours, globalement, sur chaque équipe de 4, on peut positionner dans l'équipe un mineur. Donc en tout cas, à notre niveau, c'est ce qu'on pourra faire pendant la période Jeux Olympiques. Alors, du coup, la question des intervenants, c'est qu'est-ce que tu aimerais faire pendant les Jeux Olympiques? Parce que pour répondre à la première, il y aura une place pour tout le monde. Ça, c'est une évidence. À partir de là, du coup, notre objectif est de voir comment on peut au maximum faciliter. Par exemple, on est plutôt sur des missions de secours, sur des missions d'organisation, de base arrière. Tu t'attendais pas qu'on te retourne une question, hein? Justement, j'étais pas prêt à cette question, mais je dirais que au moins une liste pour nous les bénévoles mineurs. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Parce que à part tout ce qui est social pour les maraudes et PCC solidaires, sachant quand j'aurai 16 ans, j'aurai mon PSE, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre en fait? Alors du coup, Claude, qu'est-ce qu'un mineur peut concrètement faire au-delà des maraudes? Dans le 92, par exemple. Alors, tu as combien de temps, là? Parce que boîte d'émission, j'en ai plein. Donc, on va pouvoir tenir toute la soirée, là, si tu veux. Donc, on a parlé des missions d'organisation. Donc, ça, bon, sauf conduire un véhicule, évidemment. Ça va pas être. On attendra encore possible. 2 ans de plus. Voilà. Mais donc, sur la logistique, sur le transfert de matériel, voilà, on a d'autres actions également sociales sur lesquelles nous on est en train de retravailler. On fait par exemple de la lutte contre l'isolement pour les personnes âgées. Donc on fait ça tout au long de l'année avec des activités téléphoniques, de visites, de casques à réalité virtuelle, de triporteurs. Par exemple, donc toi tu peux faire du vélo, là il n'y a pas besoin de permis pour transporter les personnes. Et on est en train de reformater, de voir comment on va reformater cette activité autour des JO pour que ces personnes isolées, eh ben, on puisse ensemble, voilà, je ne sais pas encore sous quelle forme, les faire participer aux JO et regarder les épreuves peut-être dont elles auraient envie. Voilà. Donc ça, c'est des activités qui sont tout à fait accessibles à des mineurs, par exemple. Voilà. Et là, on parle action sociale, mais donc du coup, sur l'autre penchant secours, je vous regarde, je dis sous votre contrôle, mais pour pouvoir mettre des secouristes à l'avant, il y a de la logistique, effectivement, et il n'y a pas que de la conduite, parce qu'il faut déjà, on parle quand même de besoins logistiques importants, avec un besoin aussi d'expertise sur le côté secours, parfois, mais également, tu parlais, Claude, des CAD ou alors des centres opérationnels, en tout cas des bases arrières, la cartographie, l'organisation de l'événement, l'écriture parfois de marge générale des opérations, l'organisation de l'événement, ça c'est des choses qui sont accessibles sans contrainte finalement, ni d'âge,
ni de compétences. Alors effectivement, on peut engager un mineur sur la partie, je dirais, base arrière des postes de secours, donc pour la gestion du matériel, avec avec le référentiel du coup des postes de secours, faire l'inventaire du sac matériel. Il peut y avoir aussi la partie hébergement, c'est-à-dire l'accueil du bénévole, lui montrer sa chambre, faire l'état des lieux de sa chambre, la partie restauration, la distribution des repas, enfin voilà, il y a plein de missions annexes à laquelle un bénévole secouriste peut prendre part, et à la fois un mineur également aussi. D'accord. Donc comme le disait Claude, il y a plein de missions qui peuvent être à disposition de beaucoup de personnes. Donc on t'invite à te rapprocher de là où tu habites pour pouvoir du coup trouver la mission qui te correspond et sur laquelle tu pourras prendre pleinement part au jeu. Et au-delà des missions opérationnelles concrètes dont on vient de parler, il y a également toutes les missions support. On l'a bien compris, pour pouvoir mobiliser les bénévoles, il va falloir que l'on communique. Donc il y a également du travail à faire dans la communication, par exemple en interne. Alors je ne sais pas si tu as des compétences ou de l'appétence là-dessus, mais voilà, c'est aussi des missions sur lesquelles les mineurs peuvent absolument participer, et ça permettrait d'avoir peut-être des idées nouvelles aussi pour mobiliser les jeunes. Merci beaucoup. Quel est ton prénom? Raed. Raed? Ouais. Eh bien, on t'attend, parce que du coup, on a plein de choses pour toi. Alors là, en plus, tu nous as donné l'eau à la bouche, on a plein de missions, à tous les niveaux. Alors, on peut peut-être une dernière question, s'il y en a. Non? Eh bien, dans ce cas-là, on vous remercie. Merci d'être venu à cette conférence sur l'engagement. L'engagement est le cœur du sujet. Faisons-le vivre, cultivons-le bien, et tous sur la ligne de départ.